Il consulta le dossier médical de sa femme et y vit un fardeau. Il regarda sa maîtresse et y vit un avenir. Dominique Bennett se prenait pour le roi du monde, un PDG capable de se débarrasser des gens comme de vulgaires mouchoirs en papier. Il laissa sa femme Charlotte seule dans une chambre d'hôpital glacial, luttant pour sa vie, tandis qu'il emmenait sa maîtresse aux Maldives. Il la croyait perdue à jamais. Il pensait avoir gagné, mais il n'aurait jamais imaginé que 6 mois plus tard, la femme qu'il avait laissée mourir ferait son entrée au gala au bras de son pire ennemi, plus belle et plus puissante que jamais. Dominique était sur le point d'apprendre la leçon la plus dure de sa vie. La trahison ne se termine pas toujours en larmes. Parfois, elle se termine en guerre. Le silence qui régnait dans le Penthouse de la 57e rue Ouest était si lourd qu'il aurait pu briser des os. Ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence suffocant d'un mariage mort depuis des années, même si ceux qui le composaient respiraient encore. Charlotte se tenait près de la baie vitrée, le regard perdu dans la pluie qui ruisselait sur les toits de Manhattan. Elle avait 32 ans, mais dans le reflet de la vitre, elle en paraissait 50. Sa peau, jadis couleur porcelaine, avait pris une teinte grisâtre translucide. Un cardigan cachemire trop grand engloutissait sa silhouette frêle. Elle tenait une enveloppe Kraft dans sa main tremblante. Le logo du Memorial Sloan Kettering Cancer Center était imprimé dans un coin. La porte d'entrée émit un bip et se déverrouilla. Dominique entra. Dominique Bennett était un homme qui imposait sa présence. Grand, les traits fins et les yeux couleur acier, il portait un costume sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il était le PDG de Bennett Garrison, un empire logistique qui transportait la moitié du fret de la côte est. Il sentait la pluie, le whisky de luxe et, en s'approchant, une légère odeur de parfum qui n'était pas celui de Charlotte. « Tu es rentré tôt », murmura Charlotte en se retournant. Elle tenta de sourire, mais ses lèvres étaient sèches et gercées. Dominique ne la regarda pas. Il se dirigea directement vers le bar et se servit un verre. « Ne commence pas, Charlotte. J'ai 10 minutes avant de me changer pour le dîner de charité. J'ai besoin de calme, pas de bavardage. » Je ne bavardais pas, Dominique. Elle inspira profondément, ses poumons sifflant légèrement. J'ai reçu les résultats du docteur Evans aujourd'hui. Dominique prit une gorgée de son scotch et consulta sa montre. Encore une migraine, encore une douleur fantôme. Tu es toujours malade, Charlotte. C'est épuisant. J'ai une fusion avec le groupe Kinsley en cours. Tu te rends compte du stress que je subis? Ce n'est pas une migraine, dit-elle doucement. Elle s'approcha et déposa l'enveloppe sur le comptoir en marbre, à côté de son verre. C'est une migraine de stade 3. Elle est agressive. Dominique marqua une pause. Pendant une fraction de seconde, sa main se crispa sur le verre. Mais son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Un message de « La cravate bleue ». Elle fait ressortir tes yeux. La moindre lueur d'humanité sur le visage de Dominique disparut. Il repoussa l'enveloppe sans l'ouvrir. « Je ne peux pas m'en occuper maintenant, » dit-il d'une voix froide et monocorde. « Je dois être au Waldorf dans 1 heure. Nous parlerons de tes problèmes de santé dimanche. Mon assistante, Béatatrice, peut te fixer un rendez-vous. » Charlotte eut l'impression que la pièce tournait. « Fixe-moi un rendez-vous, à moi et à Dominique. Je dois commencer la chimiothérapie lundi. J'ai besoin que tu signes les formulaires d'autorisation de prise en charge par l'assurance. J'ai besoin de mon mari. » Dominique claqua le verre sur la table. « Arrête ton cinéma. Tu as le meilleur médecin que l'argent puisse acheter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Te tenir la main pendant qu'ils te font des piqûres? C'est moi qui gagne l'argent qui paie ces médecins. Voilà ma contribution. Maintenant, où est ma cravate bleue? » Il la frôla, son épaule heurtant la sienne. Elle était si faible qu'elle trébucha et se rattrapa de justesse sur le canapé. Il ne se retourna pas. Il monta l'escalier flottant et disparut dans la chambre principale. Charlotte resta seule dans le salon. Les larmes, brûlantes et cinglantes, finirent par couler. Elle comprit alors qu'elle ne luttait pas seulement contre une maladie. Elle luttait contre un fantôme. L'homme qu'elle avait épousé 5 ans plus tôt, celui qui l'avait demandé en mariage à Central Park et lui avait promis de la protéger, était mort. À sa place se tenait un monstre qui consultait ses messages pendant que sa femme parlait de sa mort. À l'étage,
Dominique nouait sa cravate devant le miroir. Il composa un numéro. « Salut, ma belle », dit-il, sa voix descendant d'une octave, devenant chaude et séductrice, un ton que Charlotte n'avait pas entendu depuis 3 ans. Ouais, elle se plaint encore. Un truc médical. Elle cherche sûrement à attirer l'attention parce que j'ai été occupé. Ne t'inquiète pas, je serai là pour le dîner. Après, je file. Retrouve-moi à l'hôtel à 10 heures. Il raccrocha, se parfuma et sortit de la maison sans dire au revoir à la femme qui pleurait à chaudes larmes sur le sol. 2 semaines plus tard, Charlotte prit conscience de la gravité de son état. La chimiothérapie était terrible. Elle avait l'impression que du feu lui brûlait les veines, la privant de son énergie, de son appétit et de ses cheveux. Assise dans la salle de perfusion de l'hôpital, elle était branchée à une machine qui bipait sans cesse. La pièce était remplie de d'autres patients, la plupart accompagnés de leur famille. Un homme âgé tenait la main de sa femme, 2 chaises plus loin. Une jeune femme se faisait lire un magazine par sa mère. À côté de Charlotte, la chaise était vide. Elle l'avait toujours été à chaque rendez-vous. Son téléphone était posé sur ses genoux. Elle avait envoyé 3 SMS à Dominique ce matin-là. Message 1, 8 heures, le médecin dit que les effets secondaires risquent d'être importants aujourd'hui. Peux-tu venir me chercher à 14 heures? Béatatrice a dit que le chauffeur était occupé. Message 2, 11h30, Dominique, s'il te plaît. J'ai peur. Message 3, 13h45, tu viens. Pas de réponse. Ce que Charlotte ignorait, c'est que Dominique n'était pas en réunion. Il n'était même pas au bureau. Il était dans une boutique de Soho avec Tiffany. Tiffany était tout ce que Charlotte n'était pas. Elle avait 24 ans, était pétillante, extravertie et exigeante. Elle avait été l'assistante de direction de Dominique pendant 6 mois avant de devenir sa maîtresse. Oh, Dom, regarde ça. Tiffany poussa un cri de joie en brandissant un bracelet de tennis en diamant. Il est assorti aux boucles d'oreilles que tu m'as offertes pour mon anniversaire. Dominique sourit, appuyé contre le comptoir. Il tendit sa carte noire à la vendeuse. Prends-le. Prends le collier aussi. Tiffany se jeta à son cou et l'embrassa sur le champ, dans le magasin. Tu es le meilleur. Je t'aime tellement. Elle va poser problème ce week-end? Tu avais promis qu'on irait chez les Hantons. Dominique consulta son téléphone. Il s'éclaircit la gorge. Il vit les messages de Charlotte. Une vague d'irritation le submergea. Pourquoi ne pouvait-elle pas se débrouiller seule? Elle était toujours si dépendante. Elle va bien, mentit Dominique avec assurance. Elle loge chez sa sœur à Jersey pour quelques semaines afin de se remettre d'une grippe. La maison est à nous. Sa sœur, Tiffany, Harry. Je croyais que tu avais dit qu'elle n'avait pas de famille. Elle n'en a pas, a murmuré Dominique en rangeant son téléphone. Je disais ça juste pour te faire taire. Allez, on va déjeuner. De retour à l'hôpital, 14 heures passa. Les infirmières commencèrent à jeter des regards compatissants à Charlotte. Madame Bennett, demanda doucement l'infirmière Sarah, est-ce que quelqu'un vient vous chercher? Vous êtes vraiment trop faible pour prendre un taxi seul. Charlotte fixa l'accusé de réception de ses messages. Il les avait vus. Il s'en fichait. Non, dit Charlotte d'une voix tremblante. Mon mari est retenu. Affaires importantes. Je peux appeler une ambulance, proposa l'infirmière. Au moment où Charlotte allait acquiescer, un homme entra dans la salle de perfusion. Il paraissait avoir une 40aine d'années, les cheveux noirs grisonnant aux tempes, et portait un costume bleu marine sur mesure qui dégageait une autorité naturelle, mais plus discrète que celle de Dominique. Il tenait un bouquet de tournesol, dont la couleur semblait d'une gaieté presque indécente dans cette pièce stérile. Il jeta un coup d'œil autour de lui, l'air perplexe, jusqu'à ce que son regard se pose sur Charlotte. Il s'arrêta, surpris par son apparition, mais se reprit vite. « Charlotte » demanda-t-il en s'approchant. Charlotte plissa les yeux. Les médicaments lui brouillaient la vue. Adrien Thorne. Il était le rival le plus acharné de Dominique, le PDG de Thorne Global. Des années auparavant, avant de rencontrer Dominique, Charlotte et Adrienne fréquentaient les mêmes cercles. Elles étaient amies, presque plus, jusqu'à ce que Dominique, avec son charme agressif, la séduise.
J'ai entendu dire que tu n'allais pas bien, dit Adrienne, la voix empreinte d'une sincère inquiétude. Il déposa les fleurs sur la table d'appoint. J'ai croisé l'assistante de ton mari, Béatrice, dans un café. Elle m'a dit que tu étais là. Je ne pensais pas que c'était si grave. Charlotte sentit la honte l'envahir. Elle ne voulait pas qu'Adrien, de toutes les personnes, la voie dans cet état, chauve, pâle et abandonné. Que fais-tu ici, Adrien? Je suis venu te saluer et voir si tu avais besoin de quelque chose. Il regarda la chaise vide à côté d'elle. Son regard se posa sur le téléphone posé sur ses genoux, et ses yeux s'assombrirent. Où est-il? Charlotte baissa les yeux. Au travail. Au travail? Adrienne ricana. Je viens de le voir. Il s'est enregistré sur les réseaux sociaux. Il était chez Lucu, en train de déjeuner. Le cœur de Charlotte s'est brisé. Lucu, son restaurant préféré, l'endroit où ils fêtaient leurs anniversaires. Adrien a vu la désolation sur son visage. Il n'a pas dit un mot de plus. Il a rapproché la chaise vide et s'est assis. Je ne pars pas, a déclaré Adrienne fermement. Tu n'es pas obligé de rester. Nous sommes concurrents. Si Dominique l'apprend, Dominique n'est pas là. Adrienne l'a interrompu sèchement. Et franchement, je me fiche de Dominique Bennett. Ce qui m'importe, c'est que tu ne sois pas seul dans une salle de chimiothérapie. Pendant les 2 heures suivantes, Adrienne est restée. Il n'a pas parlé affaires. Il lui a raconté des histoires drôles sur son Golden Retriever. Il lui a lu des poèmes d'un recueil trouvé dans la salle d'attente. Il lui a apporté des glaçons quand sa gorge la brûlait. Une fois le traitement terminé, Adrienne l'a aidée à se lever. Elle était si fragile qu'elle a failli s'effondrer. Il l'a soulevée sans effort et l'a portée hors de la salle. De l'hôpital à sa limousine qui l'attendait, il dit « Je vous ramène ». Non, murmura Charlotte. L'idée de retourner dans ce Penthouse froid et vide, d'attendre le retour de Dominique, imprégné de l'odeur de Tiffany, lui était soudain insupportable. Emmenez-moi à un hôtel, s'il vous plaît. N'importe lequel. Rien la regarda, la compréhension naissant dans ses yeux. J'ai une maison d'hôte sur ma propriété de Greenwich. C'est calme. Des infirmières s'occupent de ma mère qui vit sur place. Vous y serez en sécurité. Je ne peux pas t'imposer, Charlotte, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. Elle hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Tandis que la voiture s'éloignait, Charlotte regarda par la fenêtre. Elle prit son téléphone, bloqua le numéro de Dominique et l'éteignit. 3 jours plus tard, lorsque Dominique revint au Penthouse, la gueule de bois et imprégnée du parfum vanillé entêtant de Tiffany, il s'attendait à une dispute. Il s'attendait à trouver Charlotte assise dans le fauteuil de velours, dans l'obscurité, en train de pleurer, prête à le culpabiliser pour son voyage d'affaires. Il avait ses excuses toutes prêtes. Il avait un bracelet en diamant dans sa poche, un cadeau d'excuses acheté à la boutique hors taxe de l'aéroport, une fraction du prix de ce qu'il avait offert à Tiffany, mais suffisant pour faire taire Charlotte. Charlotte, appela-t-il en déposant ses clés sur la console de l'entrée. Silence. Il entra dans le salon. Il était impeccable. Trop impeccable. Les coussins étaient gonflés. Les rideaux étaient tirés. Charlotte, arrête de jouer. J'ai mal à la tête. Il jeta un coup d'œil dans la cuisine. Vide. Le réfrigérateur, habituellement rempli de son eau gazeuse préférée et de fruits bio préparés par Charlotte, était vide, à l'exception d'un bocal d'olive et d'une bouteille de vin blanc. Il monta à l'étage, dans la chambre parentale. Le lit était fait avec une précision militaire. Il ouvrit le placard. Il lui fallut un instant pour réaliser ce qu'il voyait. Son côté du dressing n'était pas seulement en désordre. Il était vide. Les rangées de robes de créateurs, les chemisiers en soie, les manteaux d'hiver avaient disparu. Il ouvrit les tiroirs. Pas de bijoux, pas d'écharpe. Sur la coiffeuse où elle rangeait habituellement ses médicaments et ses crèmes, il n'y avait rien d'autre qu'un seul objet, son alliance. Un solitaire en diamant de 3 carats. Il se souvenait de l'avoir acheté. Il se souvenait d'avoir pensé que c'était un investissement dans son image de père de famille. Maintenant, elle était là, comme un œil froid et mort qui le fixait. Dominique sentit une vague d'émotion le submerger. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la peur.
C'était de la rage pure et simple. Imbécile, murmura-t-il en arrachant la bague. Il sortit son téléphone et composa son numéro. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et réessayer. Il jeta le téléphone sur le lit. Elle avait changé de numéro à cause d'un rendez-vous manqué à sa chimio. Il arpentait la chambre. Il supposa qu'elle cherchait à l'intimider. Elle était probablement allée à l'hôtel. Ou peut-être était-elle vraiment allée chez cette sœur imaginaire du New Jersey. Elle n'avait pas un sou. Il s'en était assuré. Leur compte était joint et il en contrôlait les plafonds. Il se connecta à son application bancaire pour vérifier les dernières transactions. Il voulait voir où elle avait utilisé sa carte. Un hôtel. Le solde d'un compte de vol. Des dollars. Dominique cligna des yeux. Il actualisa la page. Une notification s'affichait, virement autorisé de 2,4 millions de dollars vers le fonds révocable Charlotte Bennett. Elle n'était pas simplement partie. Elle avait pris exactement la moitié de leurs économies. Elle n'avait pas touché à ses portefeuilles d'investissement ni au compte de l'entreprise, mais à l'argent liquide. Elle l'avait dépouillé. Béatatrice. Dominique rugit, oubliant que son assistante n'était pas là. Il composa le numéro de Béatrice. Monsieur Bennett, répondit Béatrice d'une voix terrifiée. Où est ma femme? Avez-vous réservé son voyage? Avez-vous autorisé un virement? Monsieur, Madame Bennett est venue au bureau vendredi, pendant votre absence. Elle était accompagnée d'un avocat. Monsieur Anati, du service juridique, a expliqué que le contrat comportait une faille concernant l'abandon de domicile conjugal et la détresse. Elle a signé les papiers, monsieur. Elle a ajouté, elle a dit que vous aviez été prévenu. Dominique s'affala sur le bord du lit. Il n'avait pas été prévenu car il avait ignoré ses courriels, allongé sur une plage avec Tiffany. Retrouve-la, siffla Dominique. Retrouve-la et dis-lui que si elle ne revient pas, je la détruirai. Monsieur, hésita Béatrice. Nous avons essayé. Elle est partie. Son avocat a dit que tout contact ultérieur devait passer par lui. Et elle a laissé une lettre pour vous sur votre bureau. Lisez-la. Je ne peux pas, monsieur. C'est personnel. Lis cette fichue lettre, Béatatrique. Un froissement de papier se fit entendre à l'autre bout du fil. La voix de Béatatrique tremblait tandis qu'elle lisait, Dominique, tu as vu dans mon cancer un simple désagrément. J'ai vu dans notre mariage une tumeur. J'ai décidé d'en finir avec la pourriture pour sauver le patient. Ne me cherche pas. Tu es libre. Dominique raccrocha. Il fixa le placard vide. Libre, murmura-t-il. Il regarda son alliance, puis la jeta à la poubelle. Très bien. Tu veux mourir seul. Vas-y. J'ai une vie à vivre, dit-il à Tiffany. Fais tes valises, chérie, dit-il en forçant une gaieté qu'il ne ressentait pas, tu emménages. La méchante sorcière est morte. 6 mois passèrent. Le Penthouse de la 57e rue Ouest avait changé d'aspect. L'élégant décor minimaliste beige et crème que Charlotte avait concocté avait disparu. À sa place, on trouvait le goût de Tiffany, des néons criards. Des œuvres d'art, des tapis à imprimer léopard et des statues qui semblaient tout droit sortis d'un hall d'hôtel de Las Vegas. Dominique était assis à sa table à manger, entouré de boîtes de plats à emporter. La maison était sens dessus dessous. Tiffany était quelque part au fond, en train de faire des appels vidéo avec ses amis. Son rire tonitruant lui hérissait les nerfs comme du papier de verre. Dominique, chérie, cria Tiffany depuis l'autre pièce. Ma carte a été refusée chez Sephora aujourd'hui. Tu peux arranger ça. Dominique se frotta les tempes. Je te l'ai dit, Tiffany, la limite est de 5 000 par mois. Tu as dépensé cette somme en 3 jours, mais j'ai besoin de choses. Être la petite amie d'un PDG, c'est du boulot. Elle entra vêtue d'un peignoir en soie qu'il avait acheté pour Charlotte. Ça ne lui allait pas du tout. Ça faisait cheap. Dominique la regarda. Il la regarda vraiment. 6 mois plus tôt, elle était l'échappatoire sexy et amusante. Maintenant, elle était comme une enfant. Elle ne savait pas organiser un dîner. Elle l'avait humiliée devant les membres du conseil d'administration en se saoulant au champagne lors de la réunion trimestrielle. Elle ne connaissait rien de son univers, et son univers s'écroulait.
La logistique de Bennett Garrison était au bord de la faillite. Un nouveau concurrent avait fait son entrée sur le marché, Phoenix Freight. Ils étaient agressifs, efficaces, et d'une manière ou d'une autre, ils anticipaient les mouvements de Dominique. Ils cassaient ses prix et lui volaient ses plus anciens clients. Le téléphone de Dominique sonna. C'était son directeur financier, Marcus. Attendez. Marcus est banni. Prenons Arthur. Arthur, qu'y a-t-il? Il est 21h. Nous avons perdu le comte Kingsley. Dominique, dit Arthur d'une voix grave. Dominique se leva, renversant un récipient de nouilles froides. Ce contrat était conclu. J'ai joué au golf avec Kingsley la semaine dernière. Phoenix Freight a raflé la mise. Il proposait une plateforme de distribution locale dans la région des 3 États. C'est exactement ce que Kingsley voulait. Quelque chose que nous lui avions dit impossible. Qui dirige Phoenix Freight? Exigea Dominique. Je veux un nom. Je veux les écraser. C'est bien le problème, dit Arthur. C'est une société écran appartenant à un groupe holding appelé Lazarus LLC. Pas de façade, mais ils sont soutenus par Adrien Mercé. Mercé? Dominique cracha le nom. Bien sûr, il essaie de me racheter depuis 10 ans. Dominique, le conseil d'administration s'inquiète. L'action a chuté de 15%. Si on ne fait pas sensation au gala d'hiver du Métropolitan la semaine prochaine, il y a des rumeurs de motion de censure. Je m'en occupe. Rétorqua Dominique sèchement. Je m'en occupe toujours. Il raccrocha et regarda Tiffany qui se rongeait les ongles, inconsciente que son empire était en train de s'effondrer. Nous avons un gala samedi prochain, dit froidement Dominique. Achète une robe, une vraie. Pas de paillettes, pas de décolleté. Et pour l'amour du ciel, ne parle pas à moins qu'on te pose une question. Tiffany leva les yeux au ciel. Tu es vraiment rabat-joie ces derniers temps. Avant, tu étais amusant. Dominique se dirigea vers la fenêtre, fixant la pluie, comme Charlotte l'avait fait 6 mois auparavant. Un mauvais pressentiment l'envahit lorsqu'il réalisa que Charlotte gérait tous les réseaux sociaux. Elle se souvenait des anniversaires des épouses des clients. Elle organisait les collectes de fonds qui donnaient à Bennett Garrison une image de bienveillant. Sans elle, il n'était qu'un requin dans un aquarium qui se vidait lentement. Pour la première fois depuis des mois, il se demanda si elle était encore en vie. Était-elle dans un hospice? Était-elle décédée seule? Il chassa cette pensée. Faiblesse, se dit-il. Les regrets sont pour les pauvres. Le gala d'hiver du Métropolitan n'était pas une simple fête. C'était un champ de bataille drapé de soie et de velours. Organisé dans la grande salle de bal du Waldorf History, c'était la nuit où les personnalités influentes de la ville décidaient qui accéderait au pouvoir et qui en serait chassé. Dominique Bennett entra dans la salle avec le désespoir d'un noyé cherchant son souffle. Il avait besoin de cette soirée. Il avait besoin de serrer des mains, d'afficher son sourire charmeur habituel et de convaincre les requins qui encerclaient Bennett Garrison qu'il n'y avait pas de sang dans l'eau. Mais il avait commis une erreur tactique. Il avait amené Tiffany. Malgré ses instructions strictes de s'habiller avec élégance et discrétion, Tiffany était arrivée vêtue d'une robe qu'on ne pouvait décrire autrement que comme un cri pour attirer l'attention. D'un fuchsia criard, elle était recouverte de plumes agressives qui se détachaient à chaque pas. Serrée là où il ne fallait pas et décolletée à l'excès pour le public conservateur de vieux investisseurs fortunés. Waouh, regarde la taille de ce lustre, s'écria Tiffany, déchirant le murmure poli de la pièce comme un couteau à serrer. Tu crois qu'il est vrai, Cristal? Dominique serra les dents, sentant la chaleur lui monter à la nuque. Il sentait les regards peser sur eux. Ce n'étaient pas des regards d'envie, comme ceux qu'il recevait lorsque Charlotte se tenait à ses côtés dans ses robes architecturales sobres. C'étaient des regards amusés, voire de pitié. C'est la maîtresse, chuchota une femme derrière un ventilateur près de l'entrée. Vulgaire. Absolument vulgaire, répondit sa compagne. J'ai entendu dire qu'il a quitté sa femme malade pour elle. Scandaleux. Dominique poussa Tiffany brutalement vers le bar, cherchant désespérément à se distancer d'elle. Reste ici, siffla-t-il en esquissant un sourire forcé à un sénateur qui passait. Prends un verre. Ne bouge pas. Ne parle à personne, sauf si, je vais te poser une question directe. Tiffany leva les yeux au ciel en enfilant une casquette. Tu es vraiment rabat-joie ces derniers temps, Dom, tu étais amusante, avant.
Dominique lui tourna le dos en ajustant sa veste de smoking. Il scruta la pièce du regard, ses yeux papillonnant frénétiquement. Il devait trouver Monsieur Kingsley. Il devait le supplier de lui rendre le contrat. Il avait besoin d'une bouée de sauvetage. Il était à mi-chemin de la pièce lorsque l'atmosphère changea. Ce fut instantané. Un instant, c'était la cacophonie de 100 conversations et le cliquetis des couverts. L'instant d'après, le silence. Cela commença près du grand escalier et se propagea comme une onde de choc. L'orchestre laissa l'archet du Christophine en suspens. Dominique fronça les sourcils et se tourna vers l'escalier pour voir ce qui avait suscité une telle vénération soudaine. En haut des marches de marbre se tenait Adrien Mercé. Il avait tout du titan de l'industrie, vêtu d'un smoking de velours bleu nuit qui lui allait comme un gant. Mais personne ne regardait Adrien. Tous les regards étaient rivés sur la femme dont la main reposait légèrement sur son bras. Elle portait une robe de soie émeraude fluide qui semblait se déverser sur lui. Son corps, captant la lumière à chaque respiration. Dos nu, audacieux et pourtant royal, il dévoilait une peau crémeuse, reniflement parfaite, rayonnante de vitalité. Ses cheveux, dont Dominique se souvenait comme clairsemés et cassant la dernière fois qu'il l'avait vue, formaient désormais une épaisse cascade de boucles châtain lustrées, retombant sur une épaule. Elle se tenait droite, le menton relevé, avec une assurance absolument terrifiante. Des diamants, d'un poids élégant et d'une valeur indéniable, scintillaient à son cou et à ses oreilles, reflétant les reflets des lustres. Dominique se figea. Le verre de champagne qu'il tenait lui échappa des doigts. Il s'écrasa sur le sol en marbre avec un fracas sec, se brisant en 1000 morceaux. Il ne l'entendit pas. Il n'entendait rien d'autre que le martèlement du sang dans ses oreilles. C'était Charlotte. Mais ce n'était pas la Charlotte qu'il avait laissée dans le Penthouse. Cette femme n'était plus qu'un fantôme, grise, fragile, recroquevillée dans ses gilets trop grands, imprégnée d'odeurs de médicaments et de peur. Cette femme-ci c'était une reine. Elle était radieuse. Elle était puissante. Elle était vivante. Non, murmura Dominique, le visage blême. C'est impossible. À côté de lui, Tiffany croquait bruyamment un glaçon. Insensible au bouleversement qui régnait dans la pièce. Qui est-ce? Elle se prend pour qui, à descendre les escaliers comme si elle était chez elle. Dominique repoussa Tiffany et s'avança comme en transe. Il observa Adrienne se pencher et murmurer quelque chose à Charlotte. Charlotte leva les yeux vers Adrienne et un sourire sincère et chaleureux illumina son visage, un sourire que Dominique n'avait pas vu depuis des années. Elle serra le bras d'Adrienne et ensemble, elles commencèrent à descendre les escaliers. La foule s'écarta sur leur passage comme la mer Rouge. Dominique trébucha, ignorant le crissement des éclats de verre sous ses chaussures italiennes de luxe. Il devait savoir. Il devait être près d'elle pour s'assurer que ce n'était pas une hallucination provoquée par le stress et la vodka. Charlotte balbutia-t-il, la voix brisée. Elle ne s'arrêta pas. Avec Adrienne, elle se fraya un chemin à travers la foule, saluant les gens avec la grâce de la royauté. Dominique se précipita pour les intercepter près de la grande fontaine de cristal au centre de la pièce. Il leur barra le passage, la poitrine haletante, les mains tremblantes. Charlotte, aboya-t-il, son arrogance d'antan tentant de percer le choc. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es censée être morte. Charlotte termina la phrase pour lui. Sa voix fut le coup de grâce. Douce, profonde et plus forte qu'il ne l'avait jamais entendue. Elle le regarda, non pas avec haine, ni avec colère, mais avec une indifférence froide et polie qui le glaça jusqu'aux os. « Je suis désolée de te décevoir, Dominique, dit-elle en fixant les siens. Les rumeurs de ma mort étaient grandement exagérées. Mais le cancer balbutia Dominique, incapable de concilier l'image qui se déroulait sous ses yeux avec les rapports médicaux qu'il avait ignorés. Stade 3. Tu étais en train de mourir. Rémission, intervint Adrien Mercé. Il s'avança légèrement vers elle, adoptant une posture protectrice, le regard dur comme la pierre. C'est incroyable ce que de bons médecins, un environnement serein et un partenaire attentionné peuvent faire pour la santé d'une femme. Dominique lança un regard noir à Adrien, la jalousie brûlante et hideuse le consumant. Toi, tu l'as caché. Je l'ai sauvé, corrigea Adrienne. J'ai fait ce que tu étais trop occupé pour faire. Dominique, s'il te plaît, dit Charlotte. Elle tendit la main et, d'un geste faussement doux, enleva une peluche invisible du revers de la veste de Dominique.
Tu fais un scandale, et tu sais combien tu détestes les drames. Retourne auprès de ton assistante. On dirait qu'elle a renversé du vin rouge sur ses plumes. Dominique attrapa le poignet de Charlotte. Le contact le fit sursauter. Elle était chaude. Elle était réelle. Tu es ma femme, siffla Dominique d'une voix basse et menaçante. Tu rentres avec moi, maintenant. On s'en va. La température aux alentours sembla chuter de 10 degrés. La main d'Adrienne jaillit et agrippa le poignet de Dominique avec une force écrasante. Lâche-la, dit Adrienne. Sa voix n'était pas un cri, mais un grognement sourd vibrant d'une intention menaçante. Sinon, je te casse le bras ici même, devant ton conseil d'administration. Dominique grimaça, la douleur à son poignet étant aiguë. Il regarda autour de lui. Tout le monde le regardait. Les téléphones étaient sortis. Les appareils photo crépitaient. Il lâcha sa main, reculant légèrement et se frottant le poignet. Ce n'est pas fini, siffla Dominique, tentant de sauver les apparences. Tu crois pouvoir entrer ici et m'humilier comme ça? Je suis Dominique Bennett. Charlotte rit. C'était un rire grave et mélodieux qui lui hérissa les poils de la nuque. Oh, Dominique, tu n'imagines même pas, dit-elle doucement. Au fait, je comptais me présenter comme il se doit. Elle fit un pas en avant, sa robe émeraude bruissant comme les ailes d'un oiseau de proie. Avez-vous rencontré le PDG de Phoenix Frecht? Dominique fronça les sourcils, la confusion masquant sa colère. Quoi? Charlotte posa une main sur sa poitrine, les yeux brillants de triomphe. Enchanté, monsieur Bennett, murmura-t-elle. Nous avons beaucoup apprécié notre collaboration. J'espère que l'idée d'une plateforme de distribution locale vous a plu. C'était l'une de mes anciennes créations. Le monde de Dominique s'est obscurci. Un phénix renaissant de ses cendres. Elle n'était pas seulement de retour. Elle n'était pas seulement en bonne santé. Elle était l'ennemi invisible qui saignait son entreprise à blanc depuis 6 mois. Elle était l'architecte de sa ruine. Et tandis qu'elle prenait le bras d'Adrienne et s'éloignait, laissant Dominique planté au milieu des décombres de sa propre vie, il comprit avec une clarté terrifiante qu'elle était en train de gagner. Les jours qui suivirent le gala d'hiver du Métropolitan furent un flou d'humiliation qui avait un goût de cendre dans la bouche de Dominique Bennett. Les photos de Charlotte, radieuse, puissante, au bras d'Adrien Mercé, n'étaient pas seulement dans les pages mondaines. Elles étaient partout. Elles étaient le papier peint de son cauchemar. Dominique était assis dans son bureau d'angle au 45e étage. Les stores étaient tirés pour le protéger de la grisaille du matin à Manhattan. La pièce, d'ordinaire un véritable bouillonnement d'énergie et d'appels incessants, était devenue un tombeau. Le silence était assourdissant. Son téléphone, qui sonnait habituellement toutes les 3 minutes pour des propositions commerciales ou des appels de suivi, était posé sur la table. Le bureau en acajou était comme une brique noire. Quand il sonnait, ce n'était jamais bon signe. C'étaient les créanciers qui réclamaient leurs prêts. C'étaient les membres du conseil d'administration qui exigeaient des réunions d'urgence. C'était le bruit de rafuyant un navire qui coule. Il fixa l'exemplaire du Wall Street Chronicle étalé devant lui. Il s'éclaircit la gorge. Le titre était audacieux, cruel et impossible à ignorer, la renaissance du phénix, comment Charlotte Bennett s'est réinventée et a anéanti l'empire de son mari. Dominique fit tomber le journal du bureau, le faisant valser jusqu'au sol. Il attrapa sa tasse de café, la main tremblante, et la remplit d'un généreux trait de vodka provenant de la carafe en cristal qu'il réservait habituellement aux fusions-acquisitions. C'est un coup de chance, marmonna-t-il dans la pièce vide, l'alcool lui brûlant la gorge. Elle n'est rien sans moi. Elle n'est qu'un pion que Mercé utilise pour me faire sortir de mes gonds. Je peux arranger ça. Un coup à la porte interrompit son monologue. Quoi, lança Dominique sèchement, sans lever les yeux. Arthur, son directeur financier, entra dans la pièce. D'ordinaire, Arthur affichait l'arrogance de celui qui sait où est caché l'argent. Aujourd'hui, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son teint était blafard et des gouttes de sueur perlaient à sa lèvre supérieure. Monsieur Bennett, dit Arthur d'une voix tendue, nous avons un problème. Un problème catastrophique. Et maintenant, Arthur? Dominique se laissa aller en arrière, feignant une nonchalance qu'il ne ressentait pas. Avons-nous perdu un autre client? Kingsley a-t-il retiré le reste de son portefeuille? Je t'ai dit que je remettrais Kingsley sur le terrain de golf la semaine prochaine.
Ce n'est pas Kingsley, dit Arthur en fermant la porte à clé. Un geste qui fit chavirer le cœur de Dominique. C'est la SEC. Ils ont prévenu notre service juridique il y a 20 minutes. Ils lancent un audit complet de Bennett Garrison. Dominique se figea. Sur quelle base nos comptes sont-ils en règle? Tu t'es assuré qu'ils l'étaient. Arthur s'approcha du bureau en baissant la voix jusqu'à un murmure. Ils ne s'intéressent pas aux comptes nationaux, Dominique. Ils ont reçu un tuyau anonyme. Quelqu'un leur a envoyé les fichiers non expurgés des comptes offshore aux îles Caïmans, les sociétés écrans, les montages d'évasion fiscale, ceux que tu jurais être intraçables. Dominique sentit le sang se retirer de son visage, le laissant glacé et étourdi. La pièce sembla inclinée. C'est impossible. Ces disques sont cryptés avec un niveau de sécurité militaire. Personne n'a accès à ces serveurs à part votre femme et moi, dit Arthur. Les mots résonnèrent dans l'air, lourds et suffocants. Dominique repensa 5 ans en arrière. Au début, avant le cancer, avant la maîtresse, avant la cruauté, Charlotte était sa partenaire. C'était une brillante architecte de données. Elle avait construit l'infrastructure numérique de son entreprise. Elle avait créé les clés de chiffrement. Elle avait mis en place les protocoles de sécurité. Il avait supposé que lorsqu'elle était tombée malade, la chimio lui avait embrouillé l'esprit. Il la croyait trop faible, trop fragile, trop brisée pour se souvenir, et encore moins utiliser cette information. Il l'avait sous-estimée. Il avait pris un tigre endormi pour un tapis. Sors, murmura Dominique. Dominique, il nous faut une stratégie. S'ils ont ces dossiers, je t'ai dit de partir. Dominique rugit et jeta sa tasse de café contre le mur. Elle se brisa, projetant un liquide sombre sur ses trophées encadrés. Tandis qu'Arthur fuyait le bureau, Dominique attrapa son manteau. Une panique glaciale et aiguë lui étreignit la poitrine. Il ne pouvait pas mener une guerre sur 2 fronts. Il ne pouvait pas gérer la faillite de l'entreprise et une enquête fédérale. Il devait stopper l'hémorragie à la source. Il devait la voir. Dans l'ascenseur qui descendait au garage, il se persuada qu'il pouvait encore la manipuler. Charlotte l'avait aimé autrefois. Elle l'avait ensorcelée. Elle était émotive, sentimentale. S'il parvenait à l'isoler, loin de l'influence de Mercé, il pourrait la faire craquer. Il pouvait jouer la victime. Il pouvait la faire culpabiliser. Ça avait toujours marché. Il conduisit son Aston Martin jusqu'à la propriété d'Adrienne Mercé à Greenwich comme un fou, zigzagant dans la circulation, la pluie battant le pare-brise. Il répéta son discours. J'ai fait une erreur. J'ai eu peur. Je l'ai fait pour nous. La propriété des Mercé était une forteresse de calcaire et de lierre, en retrait de la route derrière d'imposantes grilles en fer. Elle respirait la vieille richesse et la sécurité, des choses que Dominique perdait rapidement. Il sonna frénétiquement, sa patience s'effritant à chaque seconde d'attente. Finalement, l'interphone grésilla. Monsieur Bennett. La voix était froide, détachée. C'était Adrien. Je me demandais quand vous alliez arriver. Vous êtes prévisible, au moins. Ouvrez-moi, Mercé. Cria Dominique dans le haut-parleur, la pluie lui trempant les cheveux. Je dois parler à ma femme. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Ex-femme, corrigea Adrienne sans effort. Le divorce a été prononcé par défaut, pendant votre absence. Mais entrez. Elle vous attend. Les lourdes grilles s'ouvrirent avec un grincement. Dominique se gara n'importe comment dans l'allée circulaire et entra d'un pas rageur. Une gouvernante silencieuse le conduisit à la bibliothèque, une pièce immense tapissée de livres et embaumant le cèdre et la fumée de bois. Charlotte était assise près d'un feu crépitant dans un fauteuil club en cuir à haut dossier. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui l'avait abandonnée. Il s'éclaircit la gorge. Elle portait un doux pull en cachemire blanc qui lui donnait un air angélique et inaccessible. Sa peau était éclatante, ses yeux brillants et clairs. Pas de cernes, pas de tremblement. Elle tenait une tasse de thé, incarnant la sérénité. Adrienne se tenait derrière son fauteuil, une main posée sur son épaule, protectrice, telle une sentinelle silencieuse. Charlotte. Dominique commença à s'agenouiller sur le tapis persan. Il décida de jouer la seule carte qui lui restait, la pitié. Il laissa transparaître le désespoir dans sa voix, faisant jaillir les larmes de la performance qui lui avait valu tant d'honneur par le passé. Charlotte, ma chérie,
Regarde-moi, supplia-t-il en se rapprochant légèrement. Je suis un désastre sans toi. Regarde-moi. L'entreprise s'effondre. Les fédéraux sont à mes trousses. Je n'ai pas dormi depuis des semaines. Charlotte prit une lente gorgée de son thé. Elle ne le regarda pas. Elle observa les flammes danser dans l'âtre. Je sais que j'ai fait des erreurs, poursuivit Dominique, la voix brisée. J'ai eu peur quand tu es tombé malade. Je ne savais pas comment réagir. J'ai paniqué. J'ai fui parce que je ne supportais pas l'idée de te perdre. Je suis un lâche. Je l'admets. Mais je t'aime. Nous avons bâti cette entreprise ensemble. Ne détruis pas notre héritage par pure méchanceté. Notre héritage, demanda Charlotte doucement. Elle tourna enfin la tête, son regard s'abattant sur lui avec la force d'un marteau de chantier. Tu veux dire ton héritage? Celui que tu as bâti sur mon travail non rémunéré, les relations de ma famille et mon code, pour ensuite me jeter comme un vieux chiffon quand je suis devenue gênante. Je ne t'ai jamais jeté comme un chiffon, mentit Dominique. Le mensonge avait un goût amer dans sa bouche. Je travaillais. Je m'épuisais à la tâche. Je travaillais. Des journées de 18 heures pour payer tes traitements, pour payer les meilleurs médecins du monde. Charlotte posa sa tasse de thé sur la table d'appoint avec un cliquetis sec. Le bruit résonna dans la pièce silencieuse. J'ai vérifié les relevés, Dominique, dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle était assurée, dépouillée de toute la peur sur laquelle il s'appuyait autrefois. Le jour où j'ai été admise en soins intensifs pour une septicémie, le jour où les médecins m'ont dit que je ne passerais peut-être pas la nuit, tu n'étais pas au travail. Dominique ouvrit la bouche, mais elle le coupa. Tu n'étais pas au bureau. Tu n'étais pas à un dîner d'affaires. J'ai accédé à tes relevés de carte de crédit et aux données GPS de ta voiture. Ses yeux se plissèrent. Tu étais à une vente aux enchères de bijoux chez Sûr. Tu as acheté une Rolex vintage pour 40 000 $ pendant que j'étais alité, des tubes dans la gorge, à me demander si je reverrais un jour le soleil. Elle s'éclaircit la gorge, tu enchérissais sur une montre. Dominique s'étrangla, le mensonge se perdit dans sa gorge. C'était l'investissement, et le jour où je suis parti, poursuivit-elle, la voix légèrement plus forte, tremblante de rage contenue. Tu n'as même pas remarqué que tu as disparu pendant 3 jours. Tu as ramené cette fille chez moi. Dans mon lit. J'ai vu les images de la caméra de surveillance, Dominique. Je t'ai vu rire avec elle dans la cuisine où on préparait le petit déjeuner. Je me sentais seul. Dominique hurla, se levant d'un bond, son masque de contrition se fissurant pour révéler le narcissique qui se cachait derrière. Je suis un homme. J'ai des besoins. Tu étais toujours malade, toujours fatigué, toujours à te plaindre. C'était déprimant. J'avais besoin de me sentir vivante. Et moi aussi, j'avais des besoins. Charlotte répliqua en se levant. Elle le dominait de toute sa hauteur, portée par une année de souffrance refoulée. J'avais besoin que mon mari me tienne la main pendant que je vomissais à cause de la chimio. J'avais besoin que tu me dises que j'étais toujours belle quand mes cheveux tombaient par poignées sur l'oreiller. Mais tu me regardais comme si j'étais un morceau de viande pourrie. Tu me regardais comme si j'étais déjà morte. Elle prit une grande inspiration tremblante pour se ressaisir. Elle leva la main et posa la sienne sur celle d'Adrienne, posée sur son épaule. Adrienne se fichait des cicatrices, dit-elle doucement, sa colère se muant en une douceur plus profonde. Il se fichait de ma maladie. Il est resté assis à mon chevet pendant des mois dans cette maison. Il tenait le seau quand j'étais malade. Il m'essuyait le visage avec un linge frais à 3 heures du matin. Il a appris à cuisiner macrobiotique parce que mon estomac ne supportait rien d'autre. Il m'a aimé même dans mes pires moments. Toi, tu ne m'as aimé que lorsque j'étais un trophée, un objet à exposer. Dominique lança un regard noir à Adrien, la haine émanant de lui. Il se sert de toi. Tu ne vois pas que c'est un requin? Il veut juste ma compagnie, et il se sert de toi pour y parvenir. Adrienne s'avança, se plaçant devant Charlotte. Sa voix était calme, menaçante et parfaitement maîtrisée. Je n'ai pas besoin de ta compagnie, Dominique. J'ai la mienne, et elle vaut 3 fois plus que la tienne à son apogée. Et quant à Charlotte, elle n'est pas une acquisition. Elle est l'amour de ma vie, et je passerai le reste de mes jours à réparer l'enfer que tu lui as fait subir. Dominique rit,
Un rire dément et saccadé qui résonna sur les étagères. C'est touchant. Vraiment, une fin de conte de fées, mais tu ne peux pas me détruire, Charlotte. Tu n'en as pas le courage. Je sais aussi où sont les cadavres. Si je tombe, je t'entraînerai dans la boue avec moi. N'est-ce pas? Charlotte sourit. Un sourire froid. Un sourire terrifiant. Elle prit une élégante télécommande argentée sur la table et la pointa vers le téléviseur fixé au-dessus de la cheminée. Je ne crois pas que tu comprennes la situation, Dominique. Elle appuya sur le bouton. L'écran s'alluma, affichant une chaîne d'informations en continu. Le bandeau rouge en bas de l'écran annonçait « Dernière nouvelle ». La voix du présentateur emplit la pièce, grave et urgente. Nous recevons des informations selon lesquelles le FBI vient de lancer une perquisition au siège de Bennett Garrison Logistic. Le PDG, Dominique Bennett, est officiellement recherché pour être interrogé au sujet de détournement de fonds à grande échelle. Il s'éclaircit la gorge de fraude électronique et d'évasion fiscale. Un lanceur d'alerte a fourni aux agents fédéraux plus de 5 téraoctets de données compromettantes, y compris des enregistrements audio de M. Bennett. Il discutait du blanchiment d'argent. Dominique fixait l'écran, la bouche grande ouverte. Les enregistrements, les mémos vocaux qu'il s'envoyait pour se souvenir de ses mensonges, se stockaient sur son cloud privé. « Tu as synchronisé mon téléphone », murmura Dominique, l'horreur le submergeant comme une vague glacée. « Comment ? C'est moi qui ai créé ton compte cloud. »« Souviens-toi, » dit Charlotte, sa voix aussi douce que du cristal il y a 5 ans. « Tu n'as jamais changé le mot de passe. Tu as toujours été si arrogant, Dominique. Si sûr d'être le plus intelligent. » Elle fit un pas vers lui. « Dominique King a gagné, » récita-t-elle. « Tu n'as même pas ajouté un caractère spécial. » Dominique recula, trébuchant sur le tapis. Il quitta l'écran de télévision montrant des agents emportant des cartons de son immeuble pour regarder la femme qu'il avait sous-estimée. « Tu es une sorcière » siffla-t-il en tremblant. « Tu es folle. » « Non, Dominique, » dit Charlotte en se rassoyant et en lissant sa jupe. Elle prit sa tasse de thé, le congédiant. « Absolument. Je ne suis pas folle. Je suis juste une femme qui a enfin pris conscience de sa valeur. Maintenant, sors de chez moi avant qu'Adrien ne te mette à la porte. » Dominique regarda Adrien, qui s'avançait déjà, les poings serrés. Dominique se retourna et s'enfuit. Il sortit de la bibliothèque, sortit de la maison et se retrouva sous la pluie, abandonnant sa vie, son héritage et sa femme dans la chaleur du feu. Dominique Bennett n'alla pas en prison la nuit où le FBI fit une descente dans son empire. Il disparut dans les bas-fonds de la ville qu'il croyait autrefois posséder. Pendant 3 semaines, l'homme qui avait dîné de caviar au Lucu vécut comme un rat. Il erra d'un motel sans prétention aux quartiers les plus sordides du New Jersey, voyant sa vie se désintégrer à travers les écrans brouillés de téléviseurs bon marché. Le flux incessant d'informations était implacable. Chaque heure apportait une nouvelle révélation sur sa fraude, une nouvelle interview d'un investisseur trahi ou une nouvelle humiliation. Même Tiffany s'était retournée contre lui, vendant son histoire à un tabloïd pour $50 000, le dépeignant comme un monstre. Il l'avait forcé à jouer le rôle de sa femme mourante. Il avait perdu ses biens. Il avait perdu sa réputation. Il avait perdu son nom. Mais dans le silence pesant de la chambre 104, l'esprit de Dominique commença à se fissurer. Il ne pouvait accepter de l'avoir perdu. C'était impossible. Charlotte était sa création. Il l'avait façonnée, financée, sauvée. L'idée qu'elle était une combattante ennemie ne collait pas à l'édifice de son ego. Alors son esprit construisit une nouvelle réalité. Il se persuada que Charlotte était prise en otage. La froideur qu'elle lui avait affichée au gala. Les enregistrements audio, le procès, tout cela n'était qu'un scénario imposé par Adrien Mercé. Elle appelait à l'aide en code. Elle avait besoin que son mari la sauve. Elle avait besoin de son roi. Un mardi pluvieux et morne, Dominique vit un bandeau d'informations annonçant que la dissolution définitive de Bennett Garrison serait signée au tribunal fédéral de Manhattan. Il savait qu'il devait être là. Il arriva des heures en avance, tapi dans l'ombre des piliers du palais de justice. Il ne ressemblait en rien au PDG qui avait fait la une des magazines. Son imperméable était usé et sentait la laine humide et la transpiration. Sa barbe était fournie, clairsemée et grise. Ses yeux, agités, papillonnaient, brûlant d'une intensité fiévreuse et maniaque. Vers midi,
Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Une nuée d'avocats en sortit, suivie de la vedette. Adrienne Mercé sortit la première, tenant un grand parapluie noir. Charlotte se tenait à l'abri. Elle était à couper le souffle, même dans la grisaille d'un après-midi pluvieux à New York. Elle portait un imperméable crème impeccable, ses cheveux tirés en arrière en un chignon élégant. Son visage exprimait une victoire calme et digne. Les paparazzis se ruèrent aussitôt sur elle. Les flashs crépitaient comme des éclairs. « Madame Bennett, est-il vrai que vous reprenez les contrats logistiques ? Monsieur Mercé, s'agit-il d'une fusion ?» Dominique sentit une montée d'adrénaline. Il l'aveuglait. Il l'effrayait. Il devait intervenir. Il s'échappa de la foule, bousculant un photographe. Charlotte. Sa voix, rauque et déchirante, résonna dans l'atmosphère. Il se jeta sur elle, ses mains sales agrippant sa manche immaculée. « Charlotte, c'est moi. » Les agents de sécurité s'écartèrent aussitôt, mais la poigne de Dominique était alimentée par une force hystérique. Il refusait de la lâcher. « Lâchez-moi » cria Charlotte en reculant. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de reconnaissance, mais d'une terreur viscérale. « C'est moi, Dom » hurla-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. Il sentait la décomposition. Elle sentait la pluie et la liberté. « Ne les écoute pas, chérie. On va aux Maldives, tu te souviens? Juste toi et moi. Oublie les médecins. Oublie la chimio. Tu n'es plus malade. Tu es parfait. » Adrien percuta Dominique de plein fouet, son épaule s'abattant sur sa poitrine avec la force d'un bélier. Il projeta le PDG à terre sur le trottoir mouillé. « Ne la touche pas » rugit Adrien, se dressant au-dessus de Charlotte comme un bouclier. Dominique gisait sur le béton froid et humide. La pluie lui collait les cheveux au crâne. Il leva les yeux, clignant des paupières pour lutter contre les gouttes d'eau qui lui coulaient dans les yeux. Il se mit à rire. Ce n'était pas un rire de joie. C'était le rire d'un esprit qui se libère enfin du poids de la réalité. « Elle est à moi » hurla Dominique vers le ciel gris, donnant des coups de pied tandis que les policiers l'encerclaient et le plaquaient au sol. « Elle est à moi. Je l'ai achetée. J'ai payé pour sa vie. J'ai signé les chèques. » Les caméras tournaient, capturant chaque seconde de son humiliation. « Regardez-la » hurla Dominique à la foule de photographes, se débattant contre les menottes. Il pointa un doigt tremblant et boueux vers Charlotte, qui tremblait dans les bras d'Adrienne. « C'est ma femme. Elle m'attend. Dis-leur, SH, dis-leur pour la cravate bleue. Dis-leur que je suis, les policiers l'ont interpellé. » Il haletait, un large sourire terrifiant plaqué sur son visage. Il croisa le regard de Charlotte. « Dis-leur » murmura-t-il, suppliant. Charlotte rajusta son manteau. Elle regarda l'homme qu'elle avait jadis torturé, celui qui l'avait abandonné à son sort dans une chambre d'hôpital. Elle ne voyait plus un monstre. Elle voyait une créature brisée et pitoyable, un fantôme. Elle le fixa droit dans les yeux, sa voix calme et posée perçant le bruit de la pluie. « Je ne sais pas qui vous êtes. » Elle se détourna, prenant le bras d'Adrienne. Elles marchèrent vers leur voiture sans se retourner. Dominique cessa de se débattre. Toute sa combativité l'avait quitté, remplacée par un vide abyssal. Tandis que les policiers le traînaient vers la voiture, il ne cria pas après son avocat. Il ne réclama pas ses droits. Il ferma simplement les yeux et se mit à fredonner. Une mélodie basse et dissonante. Da-da-da-dom. Da-da-da-dom. Assis à l'arrière de la voiture de police, il se balançait doucement, fredonnant la marche nuptiale. Perdu dans le souvenir d'un jour qui n'avait plus aucune importance, un roi régnant sur un royaume de néant. Dominique Bennett passa le reste de ses jours à un établissement public, des murmures sur des fusions qui n'auraient jamais lieu, et une femme qui avait refait sa vie depuis longtemps. Il a appris trop tard que la loyauté n'est pas une transaction et que l'amour n'est pas un actif qui se déprécie. Il pensait il aurait pu briser Charlotte impunément. Mais il avait oublié que c'est dans les épreuves les plus difficiles que se forge l'acier le plus résistant. Charlotte n'a pas seulement survécu. Elle a transcendé son destin. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Avez-vous déjà vu le karma se retourner contre vous de cette façon? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, souvenez-vous, méfiez-vous de qui vous trahissez.
Ils pourraient bien être les artisans de votre chute.